Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Ce matin-là, je me suis levée comme d'habitude, pensant que ce serait un mardi ordinaire. Marc buvait son café en silence, le regard fixé sur la fenêtre. Il ne m'a même pas dit bonjour. Quand j'ai demandé s'il allait bien, il a posé sa tasse, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je pars ». Je n'ai pas compris tout de suite. Je croyais qu'il parlait du travail. Mais ses valises étaient déjà prêtes dans l'entrée. Et là, il a ajouté « J'ai rencontré quelqu'un ». Tout s'est figé autour de moi, comme si l'air lui-même s'était vidé de son oxygène. Je suis restée figée, incapable de répondre. 26 ans de mariage balayés en une phrase sèche. Je n'ai même pas pleuré, pas sur le moment. Il s'est contenté de m'expliquer que c'était mieux comme ça, qu'il ne voulait pas qu'on souffre inutilement, qu'il ne m'aimait plus comme avant. Il n'y a pas eu de cris, pas de dispute. Juste ce vide brutal, glaçant, irréversible. Il a pris son manteau, sa valise et il est parti, me laissant seule dans la cuisine, entre une chaise encore chaude et une assiette intacte. C'était fini. Juste comme ça. Il m'a suffi de quelques recherches en ligne pour découvrir son prénom. Léa. 20 ans, étudiante en BTS Commerce, cheveux blonds méchés, sourire faux et trop sûr d'elle. Ils s'étaient rencontrés lors d'un salon professionnel à Lyon où Marc représentait son entreprise. Elle l'avait abordé, ri à ses blagues fatiguées, et soudain, il s'était senti revivre. Il m'a dit, sans honte, elle me redonne goût à la vie. Je l'ai imaginé, dans ses petits tailleurs bon marché, flattant un homme 3 fois plus vieux, jouant la séduction comme une stratégie. Marc, aveuglé par l'illusion de jeunesse, n'y voyait qu'une passion sincère. Il disait qu'avec elle, tout semblait léger, spontané, vrai. Moi, j'étais devenue invisible, usée, dépassée. Il parlait d'amour, mais c'était un mirage, un refus de vieillir. Au fil des jours, j'ai compris que tout le quartier était au courant. Les voisines, qui autrefois s'arrêtaient pour bavarder, changeaient de trottoir. Les regards étaient gênés, les sourires forcés, et derrière les rideaux, je sentais les chuchotements. Même la boulangère m'a servi plus vite que d'habitude, comme si mon malheur la mettait mal à l'aise. J'étais devenue une femme trahie, une figure de honte silencieuse. Thomas, notre fils, évitait le sujet. Il passait moins souvent, raccrochait vite, comme si mon chagrin lui faisait peur. Un dimanche, alors qu'il venait chercher quelques affaires, il m'a lancé sans me regarder « Papa fait ce qu'il veut, tu sais ». Sa voix tremblait, mais ses mots me poignardaient. Il ne prenait pas parti, mais son silence parlait pour lui. J'étais seule, même dans ma propre famille. Un matin, j'ai voulu vérifier notre livret d'épargne, par habitude. Le solde affiché était vide. Je croyais à une erreur. Après quelques clics, la réalité s'est imposée. Marc avait retiré les 40 000 € que nous avions mis de côté pour notre retraite. Il n'avait pas prévenu, pas demandé, il avait juste vidé le compte. Il avait pris l'argent pour commencer sa nouvelle vie. Je l'ai appelé, la voix tremblante, le cœur battant. Il a répondu calmement, presque froidement, « Ce n'est pas comme si tu allais en avoir besoin maintenant. » J'étais abasourdie. Ce n'était plus un mari, c'était un étranger. Il m'avait effacé de ses plans comme on rature une ligne inutile. Et moi, je restais là, sans ressources, ni explication. Les nuits sont devenues longues, étouffantes. Je m'allongeais sur le lit vide, incapable de fermer l'œil. Le silence de la maison me hurlait son absence. Je me tournais, posais la main sur l'oreiller froid, espérant un miracle. Mais rien ne bougeait, rien ne revenait. Je cherchais des réponses, compulsivement. Pourquoi ? Que avait-elle que je n'avais plus ? Je me regardais dans le miroir, scrutant les rides, les cernes, les renoncements. Je me suis surprise à envier cette fille, pas pour son visage, mais pour sa naïveté. Moi, j'avais tout donné, et je n'avais plus rien. Je n'avais jamais été très active sur Facebook, mais un soir d'insomnie,
j'ai eu la mauvaise idée de regarder leur profil. Une photo d'eux en bord de mer, elle en maillot, lui souriant comme un adolescent. Puis une autre, Léa dans une robe rouge, perchée sur des talons, tenant Marc par le bras comme un trophée. Il rayonnait d'insolence, de jeunesse et d'oubli. Moi, j'étais seule dans mon salon, en robe de chambre, les mains glacées. J'ai fermé mon ordinateur et supprimé mon compte sans réfléchir, comme on claque une porte sur une pièce trop douloureuse. Mais les images restaient dans ma tête, bien après l'écran noir. Je les revoyais marcher sur une plage que Marc et moi avions visitée 20 ans plus tôt. Je reconnaissais les lieux, les gestes, même les blagues qu'il lui faisait comme il me les avait faites à moi. Tout ce qu'il vivait avec elle, je l'avais vécu avant, mais lui, il faisait comme si c'était la première fois. Il avait simplement remplacé les souvenirs sans les effacer, juste superposé une nouvelle couche de mensonges. Et moi, je suffoquais dans le silence de cette trahison numérique, que personne ne venait consoler. Thomas venait de moins en moins souvent, prétextant des révisions, des stages, des rendez-vous. Je voyais bien qu'il fuyait, incapable de supporter ce qui se jouait entre ses parents. Quand il passait, il évitait les sujets trop chargés, parlait météo, sport, actualité, mais jamais de son père. Un soir, alors que je faisais la vaisselle, il a lancé doucement « Je crois que papa est paumé ». J'ai levé les yeux, espérant un peu de compréhension. Il n'a rien ajouté, juste haussé les épaules et quitté la pièce. Ce mutisme me faisait plus mal que les mots. Mon fils n'était pas un allié, il était un témoin gêné, perdu entre deux adultes en guerre froide. Il voulait rester neutre, mais sa neutralité sonnait comme une absence. Je me suis surprise à lui en vouloir, puis à avoir honte de ma colère. Il ne m'avait rien fait, il était juste jeune, dépassé, et lui aussi trahi. Pourtant, son silence résonnait comme une punition. Comme si ma douleur, trop bruyante, le repoussait loin de moi. Je n'en pouvais plus de tourner en rond dans mes questions. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marc, sans savoir exactement ce que j'allais dire. Il a décroché, surpris mais calme. Sa voix était distante, presque polie. Je lui ai demandé pourquoi, comment, depuis quand. Il a répondu sans émotion, « Tu n'as plus rien à attendre de moi. Je suis heureux, et tu devrais avancer aussi. » Ces mots étaient tranchants, mais prononcés avec une froideur qui me glaçait le sang. Il ne semblait même pas regretter, ni comprendre le chaos qu'il avait laissé derrière lui. Il parlait comme s'il réglait un litige banal, un changement de contrat, pas la fin d'une vie commune. J'ai compris ce jour-là qu'il n'y aurait pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas de retour en arrière. Il avait tourné la page d'un coup sec, et moi, je restais coincée entre les lignes déchirées de notre histoire. Ce n'était plus un mari, c'était un étranger. Un soir, alors que je consultais mes comptes pour régler une facture, j'ai remarqué des mouvements étranges. Des virements entre notre ancien compte joint et un nouveau compte dont je ne connaissais pas l'existence. Le nom de Marc apparaissait, mais seul, sans moi. Je suis restée figée devant l'écran, le cœur serré, un goût métallique dans la bouche. Il ne s'agissait plus d'un départ affectif, mais d'une stratégie financière. Il me dépossédait, doucement, méthodiquement. J'ai imprimé les relevés, relu chaque ligne, cherché un espoir d'erreur. Mais non, tout était réel, organisé, précis. Marc préparait sa fuite depuis bien plus longtemps que je ne l'imaginais. Je n'étais pas seulement une femme quittée, j'étais une cible, un obstacle à éliminer en douceur. Il m'avait laissé avec les apparences pendant qu'il s'occupait des coulisses. Une sensation de vertige m'a envahi, comme si ma vie entière n'avait été qu'un décor provisoire, facilement démontable. C'est Mireille, ma voisine du 3e, qui m'a ouvert les yeux. Juriste à la retraite, elle m'a trouvé un matin devant la boîte aux lettres, les traits tirés, les mains tremblantes. Je lui ai tout raconté, sans filtre, comme à une confidente d'urgence. Elle m'a écouté en silence, puis a posé sa main sur mon bras en disant « Tu dois consulter un avocat, maintenant. Il essaie peut-être de te déposséder, et tu ne peux pas le laisser faire. » J'ai hoché la tête, sans savoir par où commencer. Elle m'a aidé à organiser les papiers,
trier les documents, imprimer les preuves. Son calme m'a rassurée, son ton ferme m'a réveillée. J'étais encore sous le choc, mais elle m'a tendu une première marche vers la reconstruction. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me suis plus sentie totalement seule. Quelqu'un croyait encore en ma parole, en ma lucidité, en mon droit de ne pas être effacée. J'ai pris rendez-vous le jour même avec un avocat recommandé par elle. Maître Laurent m'a reçu dans un bureau austère, tout en bois sombre et en dossiers empilés. Il m'a regardé avec attention, sans me couper, pendant que je racontais chaque détail. Quand j'ai fini, il a pris une grande inspiration et m'a dit « Si vous n'agissez pas maintenant, votre mari va vous laisser sans rien. » Sa voix était posée, mais ferme. Il m'a parlé de mesures d'urgence, de sauvegarde de biens, de recours juridiques. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais que c'était sérieux. Il m'a expliqué que Marc pouvait, s'il n'était pas stoppé, vendre notre appartement secondaire à Biarritz, transférer les fonds, et disparaître légalement. Je me suis sentie nauséeuse à l'idée qu'il ait anticipé tout ça, qu'il ait planifié ma ruine. Il ne m'avait pas seulement quitté, il m'effaçait de sa vie comme d'un bilan comptable. Maître Laurent a pris les choses en main, a rédigé une requête, m'a assuré qu'il existait des moyens pour bloquer les démarches. J'ai signé sans hésiter, parce que je n'avais plus rien à perdre. Avec l'aide de Maître Laurent, j'ai déposé une requête de séparation accompagnée d'une demande conservatoire. Le juge, après étude du dossier, a ordonné le gel immédiat des comptes communs et l'interdiction de vendre tout bien jusqu'à la décision finale. Je suis sortie du tribunal sans savoir si je devais pleurer ou respirer enfin. C'était une guerre que je n'avais pas choisie, mais je venais de faire mon premier pas sur le champ de bataille. Je n'étais plus simplement victime, j'étais devenue partie prenante. Et rien qu'en signant cette assignation, j'avais récupéré un morceau de ma dignité. J'ai averti Marc par email, avec les documents joints. Je ne voulais ni confrontation ni théâtre, seulement le prévenir légalement. 2 heures plus tard, il m'a répondu par une phrase sèche. « Tu me prends pour un voleur maintenant ?» Je n'ai pas répondu. Il avait franchi toutes les limites depuis longtemps, et je ne devais plus rien justifier. Pour la première fois, ce n'était plus lui qui menait la danse. Et cette sensation, malgré tout le reste, m'a donné un infime soulagement. Il n'a pas tardé à me téléphoner, furieux. Sa voix, que je connaissais douce autrefois, était pleine d'agressivité contenue. Il m'a accusé de vouloir ruiner sa nouvelle vie, de faire ça par vengeance, et de le priver de liberté. J'ai laissé passer le flot sans l'interrompre, le cœur battant mais le visage calme. Puis, sans hausser la voix, je lui ai dit que je protégeais ce qui me revenait de droit. Il a raccroché brusquement, sans un mot de plus. Et le silence qui a suivi a été le plus libérateur de tous. J'ai réalisé à cet instant que Marc ne supportait pas que je reprenne le contrôle. Il m'avait imaginée soumise, perdue, écrasée sous le poids de l'abandon. Il ne s'attendait pas à ce que je me lève et que je me batte. Il voulait disparaître proprement, en m'effaçant comme un détail administratif. Mais j'étais là, debout, déterminée à récupérer ma part de vérité. Sa colère n'était que le reflet de sa peur. Et moi, je n'avais plus rien à perdre. Quelques jours plus tard, une amie de Thomas m'a appelée, hésitante. Elle connaissait Léa par une amie commune et avait entendu certaines choses inquiétantes. Elle m'a confié que Léa avait eu des dettes importantes avant de rencontrer Marc, crédit à la consommation, factures impayées, loyer en retard. Apparemment, Marc avait commencé à tout régler pour elle dès les premières semaines. Je suis restée muette, abasourdie. Ce n'était pas un amour, c'était un piège habillé de jeunesse. Marc pensait probablement qu'il la sauvait, qu'il était son héros. Mais en réalité, elle se servait de lui comme d'un distributeur automatique émotionnel. Il avait quitté une vie stable, une femme fidèle, pour s'enfoncer dans une spirale de dépenses et d'illusions. Il pensait retrouver la liberté et s'était enchaîné à ses mensonges. En l'écoutant, je n'ai ressenti ni satisfaction ni vengeance. Juste un immense vide. Il m'avait détruite pour quelqu'un qui le détruirait à son tour. J'avais entendu dire que Marc avait quitté son poste pour profiter de la vie,
mais la vérité était plus amère. Il n'était pas parti de lui-même, il avait été poussé dehors. L'entreprise avait découvert sa relation avec Léa, une stagiaire, et les ressources humaines avaient agi sans attendre. Il avait été convoqué, sommé de s'expliquer, puis écarté discrètement. Son départ avait été présenté comme un choix personnel pour éviter le scandale. Mais en réalité, il s'était retrouvé sans revenu, sans statut, sans avenir clair. Il n'en parlait à personne, faisait croire à un projet personnel, à un changement de cap, mais moi, je connaissais cette voie qu'il prenait quand il mentait mal. Je l'ai appris par un ancien collègue qui n'avait pas su se taire. Marc s'était enfoncé dans un mensonge qu'il n'arrivait plus à gérer, tout ça pour sauver les apparences aux yeux d'une fille qui ne comprenait rien à la chute qu'il vivait. Il avait sacrifié une carrière entière sur l'autel d'une passion fragile. Et pendant ce temps, moi, je réparais seul les ruines qu'il avait laissées. Un matin, j'ai reçu un recommandé de notre syndic d'immeuble à Paris. Il signalait que Marc et une jeune femme avaient emménagé dans notre appartement, sans autorisation écrite de ma part. Cet appartement, que nous avions acheté ensemble, devait rester en indivision jusqu'à la fin de la procédure. Pourtant, Marc avait pris possession des lieux comme si tout lui appartenait. Il s'était installé avec Léa, comme dans un cocon volé. J'ai ressenti un mélange de colère, d'impuissance et de dégoût. Il n'avait pas eu la décence de me prévenir, pas même un message. Il vivait là où j'avais choisi les rideaux, les meubles, chaque détail de notre vie commune. Elle dormait dans notre lit, ouvrait mes placards, posait ses vêtements sur mes souvenirs. Cette intrusion allait au-delà de la trahison, c'était une invasion méthodique de mon passé. Il ne détruisait pas seulement notre histoire, il l'occupait, la piétinait, l'effaçait à coups de jeunesse et d'indifférence. J'ai appelé l'avocat immédiatement. Ce n'était plus supportable. Le jour de l'audience, je suis arrivée en avance, les mains moites, les documents serrés contre moi. J'ai vu Marc entrer avec son costume trop grand et son regard fuyant. Il a évité mon regard, comme s'il avait honte, ou pire, comme s'il s'en fichait. Quand mon nom a été appelé, je me suis levée, les jambes fléchissantes mais la voix décidée. J'ai raconté chaque détail, les virements, les retraits, l'occupation illégale de l'appartement. Le juge m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes avec gravité. Marc a tenté de se défendre, parlant de malentendus, de mauvaise communication, mais tout sonnait creux. Il n'avait plus le charme ni l'arrogance d'avant. Juste un air fatigué, presque pathétique. Son avocat évitait les sujets trop sensibles, sentant que le dossier était mal engagé. Moi, je tremblais intérieurement, mais je suis restée droite. Ce jour-là, j'ai senti que quelque chose basculait en ma faveur. Enfin, la justice m'entendait. Quelques semaines après l'audience, la décision du juge est tombée dans une enveloppe blanche au cachet officiel. Il ordonnait le gel immédiat des comptes, la mise en vente équitable de notre bien secondaire à Biarritz, et m'accordait une pension compensatoire mensuelle. J'ai relu la lettre 3 fois, chaque mot résonnant comme un point final sur une page que je n'avais pas voulu écrire. Marc n'était plus libre de tout faire, il devait désormais répondre de ses actes. J'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de fatigue, comme si la justice reconnaissait enfin la violence silencieuse que j'avais subie. J'ai posé la lettre sur la table et j'ai regardé par la fenêtre, sans bouger, longtemps. Marc a blêmi en apprenant la décision, selon ce qu'on m'a rapporté. Il n'avait pas prévu que le système qu'il avait si bien manipulé se retourne contre lui. Il se croyait au-dessus des règles, porté par son illusion de jeunesse retrouvée. Mais la réalité l'avait rattrapé, froide, nette, implacable. Je ne jubilais pas, je ne fêtais rien, mais je savais que cette victoire n'était pas seulement légale, elle était morale. J'avais résisté à l'humiliation, à l'effacement, et maintenant, j'étais de nouveau visible aux yeux du monde. 3 mois plus tard, c'est Thomas qui m'a appris la nouvelle d'une voix hésitante. Léa était partie, sans laisser d'adresse, après avoir vidé le compte sur lequel Marc versait tout ce qui lui restait. Elle avait pris l'argent, quelques vêtements, et même un bijou de famille que j'avais offert à Marc il y a des années. Il ne restait d'elle qu'un appartement en désordre,
des dettes et une silhouette dans les souvenirs. Il avait cru à une renaissance, et il s'était réveillé au milieu d'un désastre. Moi, je suis restée muette, ni surprise, ni vengée, simplement vidée. Elle ne l'avait jamais aimé, seulement utilisé. Quand il ne pouvait plus payer, il ne servait plus à rien. C'était une leçon cruelle, mais il l'avait cherchée dans son refus de vieillir dignement. Il avait échangé une vie solide contre une illusion qui s'était évaporée dès que l'argent avait manqué. Cette fois, il n'avait plus rien, ni compagne, ni foyer stable, ni excuse à fournir. Il était nu face aux conséquences, comme moi je l'avais été des mois plus tôt. Mais lui, il n'aurait personne pour lui tendre la main. Il est revenu un dimanche après-midi, sans prévenir, frappant à ma porte comme s'il rentrait d'une promenade. J'ai ouvert et je l'ai vu, les traits tirés, le regard éteint, les vêtements froissés. Il a juste dit « Je voulais te parler ». Sa voix n'avait plus de certitude, plus de hauteur. Il n'avait plus rien à m'offrir, seulement sa présence fragile, son échec en bandoulière. Je l'ai laissé entrer, sans émotion, comme on accueille un fantôme. Il s'est assis dans le salon, là où il n'avait pas mis les pieds depuis plus d'1 an. Il m'a parlé de solitude, de regrets, de nuits sans sommeil. Il n'a pas demandé pardon, il n'a pas pleuré, il a simplement raconté son naufrage. J'ai écouté, sans hargne, sans ironie, seulement avec la distance d'une femme qui a survécu à l'incendie. Il n'était plus un homme à aimer, ni même à haïr, juste une ombre de ce qu'il avait été. Quand il est parti, je n'ai pas pleuré. C'était lui qui portait désormais le poids du vide. Après sa visite, j'ai ressenti le besoin de lui écrire, pas pour raviver quoi que ce soit, mais pour poser mes mots comme on dépose une pierre sur une tombe. Je n'ai écrit ni haine, ni reproche, juste ce que j'avais traversé depuis son départ. J'ai parlé du vide, du silence, de la honte, mais aussi de la force que j'avais trouvée malgré tout. Je voulais qu'il sache que je ne l'attendais plus, que je ne vivais plus dans son ombre. La lettre était brève, mais chaque phrase portait mon histoire. Je l'ai glissée dans une enveloppe sans parfum, sans souvenir, juste la vérité nue. Je n'ai pas attendu de réponse, je n'en voulais pas. C'était un adieu personnel, intime, sans théâtralité. Il m'avait effacé autrefois, et cette lettre fermait ce cercle avec une élégance qu'il n'avait jamais eue. En écrivant, j'ai senti une paix étrange s'installer en moi, comme si les chaînes invisibles se détachaient enfin. Ce n'était pas du pardon, c'était une libération. J'ai posté la lettre sans trembler, les épaules droites, le cœur apaisé. Ce jour-là, j'ai repris possession de moi-même. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de partir seule en Provence, dans une maison d'hôte isolée près de Gordes. Loin des souvenirs, loin des regards, j'avais besoin de silence, de lumière, de recommencer à respirer. J'ai pris un carnet vierge et je me suis promis d'écrire chaque jour ce que je ressentais. Pas pour publier, pas pour me plaindre, juste pour me retrouver. Chaque mot écrit m'a permis de nommer ce que je n'osais plus affronter. Le matin, j'écoutais le vent entre les cyprès, et le soir, je relisais mes pensées comme on relit une vieille lettre jamais envoyée. Je n'étais plus définie par l'abandon, mais par ce que j'étais capable de reconstruire en moi. Je n'attendais plus de validation, plus de reconnaissance, seulement l'équilibre fragile de ma propre présence. La solitude, au début brutale, devenait peu à peu une compagne douce. Je faisais des randonnées, je découvrais les marchés, je parlais peu, mais je regardais tout. Chaque détail me ramenait à la vie, dans sa simplicité brute. Et au fond de moi, une voix renaissait, plus calme, plus vraie, prête à se faire entendre. C'est dans ce lieu discret, entre 2 petits déjeuners silencieux, que j'ai rencontré Paul. Il était veuf depuis 2 ans, regard triste mais voix paisible, et il m'a simplement dit un matin, « Le café est meilleur quand on le partage ». On a commencé à discuter de tout et de rien, sans chercher à séduire, juste à être là, présent, humain. Il ne m'a pas posé de questions intrusives, il ne m'a pas jugé, il m'a juste écouté quand j'ai choisi de parler. Avec lui, il n'y avait ni urgence ni attente, juste une douceur nouvelle. Et cette douceur m'a surprise, comme un baume inattendu sur une plaie encore ouverte.
On marchait parfois ensemble dans les sentiers, sans parler pendant des heures, et c'était suffisant. Je n'imaginais rien, je ne projetais rien, mais je savourais cette complicité discrète. Il ne cherchait pas à combler un vide, juste à exister à côté de quelqu'un qui comprenait le silence. Un soir, il m'a offert un petit carnet, presque identique au mien, avec une phrase inscrite à l'intérieur, pour les pages que tu n'as pas encore écrites. J'ai souri, sincèrement, sans masque, sans défense. Et à ce moment précis, j'ai su que quelque chose recommençait, lentement, autrement. De retour à Paris, j'ai ouvert les fenêtres comme on ouvre une pièce restée trop longtemps fermée. L'air semblait différent, mais ce n'était pas l'air qui avait changé, c'était moi. J'ai appelé l'agence immobilière, demandé l'évaluation de notre appartement, fixé une date sans hésiter. J'ai vendu ma part, sans regret, sans nostalgie, comme on ferme un livre qu'on a fini de lire. Avec cet argent, j'ai acheté un petit appartement à Avignon, lumineux, simple, à mon image nouvelle. J'ai rangé le passé dans des cartons que je n'ai jamais ouverts. Le jour du déménagement, je n'ai pas pleuré. J'ai marché dans les rues que je connaissais depuis toujours sans me retourner. Ce n'était pas une fuite, c'était une délivrance. Je changeais de code postal, de rythme, de décor, mais surtout de regard sur moi-même. Je ne voulais plus porter le poids d'un nom ou d'un passé qui ne m'appartenait plus. À Avignon, j'ai repeint les murs moi-même, choisi chaque objet avec soin. Ce n'était pas une revanche, c'était un commencement. J'ai repris des cours de peinture dans une petite association de quartier. Là, j'ai rencontré des femmes qui, comme moi, avaient connu des fractures, des silences, des recommencements. On riait entre deux coups de pinceau, on parlait de nos mères, de nos regrets, de nos rêves avortés. Je n'étais plus la femme quittée, j'étais une femme en mouvement, en création. Chaque tableau était une forme d'exorcisme, une façon de traduire sans mots ce que je ne voulais plus porter. La couleur remplaçait la douleur. Je lisais aussi, je marchais, je m'autorisais à ne rien faire sans culpabilité. Le dimanche, j'achetais du pain chaud et je regardais les gens vivre autour de moi. Je n'attendais plus de grands bouleversements, mais j'apprenais à aimer les petits moments clairs. Le silence n'était plus un vide, il devenait espace. Je ne me cherchais plus dans les yeux de quelqu'un d'autre. Et quand je me regardais dans le miroir, pour la première fois depuis longtemps, je ne voyais plus une femme abandonnée, mais une femme libre. Un samedi matin, j'ai entendu frapper à la porte. C'était Thomas, avec un sac de voyage et un sourire fatigué. Il est entré sans dire un mot, a regardé autour de lui, puis m'a prise dans ses bras sans retenue. On s'est assis dans la cuisine, comme avant, avec un thé brûlant entre les mains. Il m'a observé longuement, puis a dit, « Maman, je te retrouve enfin. Tu es lumineuse. » Et mes larmes sont montées sans prévenir, douces, chaudes, pleines de tout ce que je n'avais pas su dire. Il a passé le week-end à Avignon, découvrant ma nouvelle vie avec étonnement. Il posait des questions, écoutait, souriait parfois comme un enfant qui comprend mieux qu'il ne le dit. Il n'y avait plus de rancune, seulement du lien retrouvé, du respect mutuel, une forme d'admiration silencieuse. Il m'a aidé à arroser les plantes, à accrocher un tableau, à ranger un coin de bibliothèque. Ce n'était pas un retour à l'enfance, mais une rencontre entre deux adultes qui avaient traversé la tempête. Quand il est reparti, il m'a serré fort et m'a dit, « Tu m'as beaucoup appris. » Aujourd'hui, je me tiens droite, dans ce petit appartement baigné de lumière, et je sais que cette histoire appartient au passé. Je ne ressens plus ni colère ni tristesse, seulement une forme de reconnaissance amère envers ce chaos qui m'a réveillée. J'ai perdu un mari, une maison, des certitudes, mais j'ai gagné quelque chose de plus rare, ma propre voix. Cette femme que j'étais avant, docile, prudente, effacée, n'existe plus. À sa place, il y a une femme debout, qui a traversé l'enfer sans se trahir. Et je sais désormais que personne ne pourra me redéfinir à ma place. Je repense parfois à Léa, à Marc, mais sans ressentiment. Ils ont été les déclencheurs d'une transformation que je n'aurais jamais imaginée. Je n'attends plus rien d'eux, ni regret ni excuse. Ce qu'ils ont pris, je les reconstruis autrement. Ce qu'ils ont détruit,
j'en ai fait un socle. Et chaque matin, quand je me lève dans ma maison silencieuse, je souris à la femme que je suis devenue. Pas parfaite, mais entière. 1 an après la dernière audience, j'ai reçu une lettre manuscrite, avec une écriture que je ne reconnaissais pas. C'était Léa. Elle écrivait depuis un foyer d'accueil, brisé, perdu, disant qu'elle n'avait jamais aimé Marc, qu'elle avait fui ses propres fantômes en l'utilisant. Elle disait m'avoir enviée, moi la femme qui l'avait détruite, parce que j'avais une solidité qu'elle n'aurait jamais. Elle me demandait pardon, pas pour être pardonnée, mais pour que je sache qu'elle n'était pas fière. J'ai lu la lettre sans trembler, sans haine, juste avec une étrange compassion. Elle aussi, à sa manière, avait été une victime. Je n'ai pas répondu, je n'en voyais pas la nécessité. Mais cette lettre a été le dernier souffle d'un passé qui cherchait encore à m'atteindre. J'ai senti que tout s'éloignait enfin, que même les ombres renonçaient à m'accompagner. Il n'y avait plus de questions, plus de boucle à refermer. La boucle était déjà close, et cette vérité en plus n'en changeait pas le sens. Elle me confirmait simplement que ce que j'avais reconstruit était solide. Plus solide que leurs mensonges. Assise à la terrasse d'un café d'Avignon, avec un carnet neuf entre les mains, j'ai regardé les gens passer sans me sentir étrangère. Le soleil chauffait doucement mes épaules, et je n'attendais rien de la journée, sinon d'être là. Paul m'avait envoyé une carte postale la veille, simple, belle, sans promesse. Et ça me suffisait. Il y avait dans ce moment une paix que je n'avais jamais connue. Pas de grands élans, pas de drame, juste moi, vivante, tranquille, prête. J'ai ouvert le carnet, pris mon stylo, et au lieu d'écrire sur ce que j'avais perdu, j'ai commencé une histoire. Une fiction, peut-être, ou une suite. Ce n'était plus un journal de survie, c'était une page blanche sans douleur. J'inventais, je jouais, je créais. Et dans ce geste, j'ai compris que la vraie liberté ne venait pas du pardon ni de la revanche, mais de cette capacité à écrire autre chose. Enfin, j'étais libre d'imaginer ce que je voulais.